et pas républicain. Car être républicain et être français, c'est le jour et la nuit. Et c'est ça que nous, on essaie de mettre dans les cœurs des gens. Et que lorsque moi je suis en Belgique, qui connaît l'histoire de Clodion, l'histoire de Clovis et tout, etc., on a une histoire identique. Nous, on se divise avec des frontières. Déjà, en premier abord, un révolutionnaire de ma personne, c'est-à-dire un anarchiste, il ne reconnaît pas les frontières. Moi aussi, je suis chez moi. Comment aujourd'hui on peut travailler ensemble? Comment on peut se mettre autour du table? Comment on peut mener des actions sur le logement social, le logement privé? Comment réformer nos institutions? Comment avoir une réelle politique citoyenne qui part de la base? Comment avoir une réelle politique de santé? Exemple, les 11 vaccins obligatoires que nous, on a eu en France, je les ai combattus comme jamais. Les compteurs Linky, je les ai combattus comme jamais. À un moment donné, si on n'est pas dans l'action, madame, vous et moi, on ne pourra jamais travailler ensemble. Combien de fois vous êtes venus à ce genre d'événement? On dit des belles choses, il y a des belles phrases, on se prend des vidéos, on se prend des photos, chacun rentre chez soi, rebelote la prochaine réunion. Vous n'en avez pas marre? À un moment donné, voilà, merci, vous avez la dame, voilà. À un moment donné, moi, quand je viens, c'est pas non plus pour moi, c'est comment on peut travailler ensemble. Et à chaque fois, quand je prends ce genre d'initiative, je mets le public, mettez-moi au défi. Venons au travail. Appelez-moi dans une action. Venons faire un travail sur le long terme. Avoir vraiment un échéancier, des perspectives d'avenir, définir un vrai projet économique. Exemple, dans nos actions, on ne parle jamais d'argent. Genre, j'ai vu l'affiche et qu'en bas, apportez un peu d'argent. Dans l'affiche que vous avez fait. Comme si, bon, je vais le mettre, mais je le mets vite fait. Non. On avait mort de rire. Alors que, normalement, ça doit être normal de parler d'argent. Sans organisation économique, sans organisation logistique. Comment voulez-vous qu'on puisse faire tourner le dos, comme eux ils disent, les soumis, les puissants, car moi, pour moi, il n'y a pas de puissants, et parler au peuple, madame. C'est impossible. Car on est tellement ancré dans un régime républicain, dominateur, via soit les identités, soit par rapport au capitalisme, ou soit par rapport au paternalisme qui est porté par la gauche républicaine, que je déteste plus que tout, au final, fait qu'on n'arrive pas à s'émanciper, madame. Tout simplement. Eh bien, madame. Eh bien, madame, vous savez, en France, après je m'arrête pas là, car moi je peux partir après plus m'arrêter. Voilà. On était dans l'ancien régime, on était dans le droit divin, c'est-à-dire la souveraineté d'État. Donc, il y a la Révolution, on est passé dans représentation, dans le mandat représentatif, on est dans une souveraineté nationale. C'est-à-dire, nous, en France, pendant un mandat, on délègue notre pouvoir à des représentants, on ne peut rien faire. C'est constitutionnel, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, ils ont aboli le mandat impératif, ils ont mis le mandat représentatif. Eh bien, nous, madame, on prône une souveraineté populaire. On veut rétablir, on veut mettre en place le mandat impératif. Il n'y a que comme cela, on pourra se développer. Mais pas leur imposer à eux, aux républicains. Non, c'est leur tourner le dos, s'organiser avec le peuple. Point. Et c'est ça qui nous manque. Tout simplement, désolé, mais voilà, mais je voulais vous répondre que votre question était très pertinente. Je me permets d'intervenir un instant parce qu'on est limité par le temps. Il y a des intervenants après qui ont des trains à prendre, donc je suis désolée de rappeler qu'il y a des heures à respecter. Proposons alors que les personnes qui ont une question, si le temps est peut-être venons en discuter ici sur l'estrade, alors directement, comme ça. Donc la suite c'est quoi? C'est un repas? Non mais c'est concrètement... Mais en fait, je pense que je proposerais de continuer le débat peut-être en dehors du podium. Oui mais bon, je suis désolée. Non, mais il y a des gens, je suis désolée, mais il y a des gens qui ont des trains à prendre. C'est normal, parce que là on a déjà une demi-heure de retard par rapport au programme. Cet après-midi, on a des orateurs qui sont prévus à certaines heures. Hier, on a pris 1h30 de retard, et ça, on ne peut pas se le permettre aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui viennent de très loin encore cet après-midi. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on cadre l'horaire. Mais bien sûr, ils seront là encore cet après-midi, et vous pourrez encore... Mais on va encore prendre 2-3 questions, si tu veux donner à Luc et à Raouf. Mais il y a juste, c'était pas pour couper, et je ne veux en aucun cas couper la conversation, mais c'est aussi par rapport au respect des autres personnes qui seraient venues pour rien. Bon, maintenant, si vous pouvez faire des questions très courtes, donc vraiment une question en 2 phrases, et nous on va essayer de répondre très court, en 1 phrase, voilà. Avec les miennes, elles sont longues. Oui, moi j'avais une question pour Transparencia. Est-ce que, puisqu'on a utilisé la crise Covid pour des mesures liberticides et pour nous imposer des injections expérimentales, est-ce qu'il y a eu de ce côté-là des contacts avec des lanceurs d'alerte qui ont pu,
avoir un cadre où ils osaient s'exprimer sur les contenus de ces doses ou donner des infos. Est-ce qu'il y a pu avoir des contacts où des lanceurs d'alerte ont pu divulguer des choses sur ces vaccins? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des victoires? Parce qu'on en a bien besoin de victoires. Donc, oui, et la transparence sur la crise Covid, c'est au fédéral, mardi prochain à 14h, le 23 mai. C'est là que se discute le texte où donc Frank Vandenbroek, le ministre qui a géré la crise Covid, est celui qui essaye d'empêcher cette transparence. Et donc c'est justement pour ça que le 23 mai, de 14 à 17h au Parlement, je vais être auditionné face à l'expert du gouvernement. Ils veulent faire voter une exception qui empêche d'avoir accès aux documents des ministres pendant la crise Covid. Voilà, entre autres. Donc oui, c'est tout à fait dans l'actualité. Maintenant, il n'y a pas eu de lanceur d'alerte spécialement sur les contenus des doses, mais beaucoup plus sur la surfacturation des doses et le business qui a été créé là-dessus, alors qu'on n'avait aucune preuve que les vaccinés contaminaient moins que les non-vaccinés, par exemple. Voilà. Juste un élément d'information. Je vous rappelle que la loi pandémie, qui a été tellement décriée et malheureusement on a perdu le recours devant la Cour constitutionnelle, la loi pandémie prévoit elle-même que le gouvernement sera obligé, dans les 4 mois de la fin de l'état de, je ne sais plus le terme exact, hein, de l'urgence épidémique, voilà, merci. Dans les 4 mois qui suivent la fin de l'urgence épidémique, le gouvernement a l'obligation de rentrer au Parlement un rapport comment dirais-je, expliquant la gestion de la crise et qui est soumis, soi-disant, au débat. Rien n'a été fait. Donc, avis aux amateurs, avis à Transparencia, voilà. Donc, ce n'est pas limité au problème purement de surfacturation, quoi. C'est toute la gestion de la crise qui doit être, en principe, faire l'objet d'un débat. Voilà, j'ai une seule question très courte, très rapide, que je me suis posée depuis toujours, et peut-être que vous avez une réponse, et il me suffit d'une seule personne qui réponde. Pourquoi est-ce que les syndicats, au lieu de remplacer, ont toujours fait des grèves et pas offert le service gratuitement, qui aurait été beaucoup plus efficace, puisque créant des faillites immédiates pour les patrons? Voilà, je pense que je suis de nouveau bien passé pour le dire. C'est qu'en fait, lors d'une grève qu'il y a eu il y a 17 ans maintenant, qui a duré 3 semaines au TEC, une partie des dépôts avait décidé de ne pas faire payer les clients. Malheureusement, au niveau légal, on pourrait être nous-mêmes suivis en tant que chauffeur pour à la limite faire voler la société. Donc au niveau judiciaire, on était très limite. Juste une courte question. Je profite de la présence de M. Archer sur scène parce que vous parlez de la transparence en termes de Transparencia. Il y a un an, on a vu le lancer de la maison de lanceurs d'alerte à Bruxelles. Est-ce que cette initiative continue toujours à Bruxelles? Parce qu'elle continue à Paris, mais à Bruxelles, je ne vois rien sur le site. On n'a pas de site web encore, mais effectivement, là, le but c'est de continuer à la développer. On a accompagné jusqu'à présent une dizaine de personnes qui sont des cas personnels qui prennent énormément de temps. Donc c'est pas une activité qui se voit fortement sur les médias. Mais oui, là, par exemple, il y a une personne, un informaticien d'une société qui plume les citoyens et qui est venu nous trouver. Un autre, quelqu'un qui travaille dans les chemins de fer, sur les gouvernements. Mais ce sont des dossiers qui prennent énormément de temps de défendre quelqu'un là-dessus. Mais on essaye de le faire du mieux qu'on peut. Oui, je comprends. Mais donc, il y a un an, l'ouverture de cette maison. J'ai essayé de poser la question, que fait et que fera la maison des lanceurs d'alerte de Bruxelles, justement pour les lanceurs d'alerte dans le domaine médical et surtout dans tout ce qui se passe ici, dans les bénéfices des vaccins, etc. Est-ce que ce sera vraiment au centre du travail de la maison d'alerte? Non, pas forcément, parce que la loi belge impose que vous ayez un contrat de travail avec l'institution que vous dénoncez, ou un contrat de travail passé, ou un lien de stagiaire. Donc, un citoyen, alors en France par exemple, un citoyen
qui observe une pollution d'une entreprise chimique à côté de chez lui peut demander une protection de lanceur d'alerte au cas où cette entreprise venait le menacer. En Belgique, ce n'est pas le cas. En Belgique, vous pouvez le dénoncer en tant que salarié. Donc pour la question qui t'intéresse, je pense, c'est dénoncer un problème sanitaire. Si tu n'as pas de contrat de travail avec l'entreprise que tu dénonces, tu n'es pas éligible à la protection de lanceur d'alerte. Ça, c'est un problème de la loi belge. Ça va? Mais donc, il n'y a pas... Donc, en gros, par exemple, le docteur Bouillon m'a écrit une lettre hier et avant-hier sur un centre de, je pense, médical qui s'ouvre à la gare de Mons, demandant le statut de protection de lanceur d'alerte. Le problème, c'est que dans ce cas-là, il n'a pas, lui, de contrat de travail avec la SNCB. Donc il dénonce quelque chose que fait la SNCB, mais lui-même n'a pas de lien contractuel. Et donc il n'est pas éligible à la protection de lanceur d'alerte. Donc ça, malheureusement, c'est ainsi. Donc seulement en France, il y a la possibilité de, sans contrat de travail, utiliser le statut de lanceur d'alerte. Donc pour résumer, la maison des lanceurs d'alerte belge ne pourra rien faire contre une personne qui n'a pas de contrat de travail avec une entreprise de vaccins ou un ministère de la santé ou une institution publique. Donc ça, il faut être honnête, c'est la loi belge, c'est comme ça. Donc, moi, personnellement, j'ai fait du lobbying pour que la loi puisse protéger tous les lanceurs d'alerte, mais on n'a pas réussi. Et donc la loi belge est plus restrictive sur ce cadre-là. Bon. Raouf, cours s'il te plaît. Oui. Cours, parce que je te connais aussi. D'accord. Non, je voulais dire, je rejoins un peu Traoré, dans la mesure où on a ras-le-bol des discussions, et qu'entre vouloir et avoir, il y a une grande différence. Thierry, j'ai l'impression que tu n'as jamais été à un conseil communal parce que tu ne peux pas interpeller en levant le doigt. Il faut faire une demande écrite pour avoir l'autorisation sur un sujet bien précis pour pouvoir. Donc l'information doit être juste, sinon c'est tromper les citoyens en disant vous pouvez aller, vous devez aller. Bon, ça c'est une deuxième chose. Et troisième chose, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans les débats en général, c'est quand il y a trop de voilà ce qu'il faut faire, mais rarement voilà comment le faire. Si moi je te demande Thierry, j'ai faim, et que tu me réponds Raouf, j'ai la réponse, il faut manger, ça ne me fait rien du tout. Hein, je suis toujours, et l'autre ajoute, hein, il faut manger bio, et l'autre ajoute. Mais ça ne résout pas mon problème à moi de la faim. Donc il faut trouver le moyen que nos revendications, comment les appliquer, comment obliger l'État à les avoir. Tant qu'on n'aura pas fait ça, hein, on rentre avec un sentiment de frustration. On assiste à le débat. Monsieur Attel a dit ça, monsieur Attel a dit ça, l'autre professeur a dit ça. Mais quand tu sors, tu as l'impression d'avoir rien fait, d'avoir perdu ton temps. Donc il faut trouver les moyens de pouvoir chercher des moyens à appliquer, comment obliger le gouvernement à le faire. Par exemple, le seul exemple un peu, c'est celui de Claude dans Transparentia, où il a réussi l'exploit d'obliger l'État, hein, puisque maintenant la conclusion, ça sera le 13, enfin le 23, pour que que la transparence soit nationale. Il l'a obtenu au niveau des communes et au niveau des régions, mais maintenant, pour que ça soit national, il y avait un travail à faire, il l'a fait. C'est ça ce qu'il faut faire, c'est trouver les moyens. Et pour expliquer que les gens doivent s'impliquer politiquement, je donne l'exemple du train. Je dis, si vous voulez arrêter un train, il ne suffit pas de crier stop ou de se mettre devant. Tu te mets devant, il t'écrase, tu le cries stop, il passe. Les chiens aboient et les caravanes passent. Il faut accéder au levier de commande. Et en politique, c'est exactement la même chose. Si le citoyen n'accède pas au levier de commande pour avoir le droit de la parole et le droit de décision à tous les niveaux de pouvoir, eh bien, ça ne sert à rien de dire qu'on fait la révolution ou de faire des débats. Voilà, merci. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, Raouf. Et c'est ce que je reproche. C'est pas un reproche, c'est un constat. On est super instruit. Depuis la crise Covid, on n'a jamais autant été instruit. On est sur les réseaux sociaux, on like, on a des milliers de likes, on a des milliers de partages, mais il n'y a rien qui change.
On ne fait que lire, que répéter, mais on ne fait rien pour changer le système. Et ce système, eux, ils l'ont préparé depuis 50 ans. Hein. Eux, ils ont tous les moyens, parce que nous, on paye nos impôts, on paye nos taxes, on paye mais une multitude de choses, donc du pognon, mais ils en ont, mais à la folie, quoi. Hein. Ici, la Belgique a commandé quand même, il faut le savoir, la Belgique a commandé 370 véhicules blindés du maintien de l'ordre. La France en a commandé 95, 95. On en a commandé 370. J'ai écrit une lettre à la ministre de l'Intérieur pour lui demander pourquoi elle a commandé autant de véhicules blindés pour du maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre, ça ne veut pas dire aller sur un champ de bataille, hein. Ça veut dire être dans les rues et mater la population. Hein. J'ai pas eu de réponse. J'aimerais bien qu'on fasse un peu plus de... qu'on soit plus... Pardon ? On va les louer aux Français. Et donc ici, le débat qui est lancé ici, c'est pour montrer que il ne faut pas être des milliers pour agir, mais il faut agir. Quand on a... Claude, on l'a rencontré dans une cave à Bruxelles où il y avait tous les militants d'un peu de tous les horizons et chacun a dit sur quoi il militait. Il y avait des gens du syndicat, il y avait des féministes, il y avait des écolos, il y avait Claude Transparencia, il y avait Cumuléo qui était là, il y avait plein de gens. Et donc on a écouté un à un, et quand Claude a proposé l'histoire que la loi sur la transparence n'arrivait pas à être votée, ça faisait 2 ans qu'il se battait pour ne pas que ça soit pas voté, là on se dit putain en tant que gilet jaune, ça c'est le combat des combats, quoi, là, avoir la transparence des comptes, avoir la transparence, savoir accéder à tous les mails des ministres, à toutes les informations administratives, ça c'est vraiment une belle action. Eh bien, 2-3 jeudis après, on s'est rendu au gouvernement wallon. On était là, on était 20, 25, en gilet jaune. Ils paniquaient. On n'a pas lancé un caillou, on n'a rien fait. Hein. On est rentré à quelques-uns dans le Parlement wallon, on a écouté. Bon, écouter pendant 5 heures des ministres qui bavardent, c'est pénible. C'est très pénible. Donc, il y en a plusieurs qui sont partis. Moi, je suis resté jusqu'à la fin. 2 MP qui m'ont surveillé à chaque côté de moi au cas où j'aurais peut-être sauté sur un ministre ou quoi que ce soit parce que je prenais des photos et que je les regardais de temps en temps et que j'avais pas le droit de parler, donc j'avais même pas le droit de poser une question. 3 semaines après, rebelote, recommission, là, 3 autopompes, des camionnettes, des chiens, des barricades, des barbelés, toujours pour les mêmes 30 gilets jaunes qui n'avaient toujours rien fait 3 semaines avant, hein. Mais alors là, dans les médias, les gilets jaunes envahissent le Parlement wallon, quoi. Mais ça aussi, c'était une fake news de la part des médias et des politiques. Et le jour, quelques semaines après, il y avait les élections. Et là, il y a des gilets jaunes en Belgique. Ils ont fait des banderoles. Ils sont intervenus chez 5 ministres, chez eux, à 4 heures du matin pile, des banderoles sur leur façade. Pas de transparence, pas de démocratie. Quelques pétards pour dire de réveiller le quartier. Et on n'a jamais su qui c'était. Et bien la loi, elle a été votée. Et c'est grâce à ça que cette loi est votée et que tout le monde a droit et accès en Wallonie au compte. Et donc, vous voyez, il ne faut pas être 10 000, hein, il ne faut pas faire des manifestations à 100 000. À 30, on a fait ça, à 30. Et donc, ici, dans la salle, il y a moyen de faire des choses bien plus concrètes, à 20, 30, 10 personnes, à aller dans tous les conseils communaux, même tout seul, aller dans tous vos conseils communaux. Alors, j'ai un très bel exemple ici devant moi. Mirko. Mirko, tout le monde pensait que c'était mon fils, parce qu'il était dans toutes les manifestations, il habite dans le village d'à côté. Donc, je le prenais chaque fois avec moi, en voiture, c'était simple pour lui. Un jour, il me dit, ben voilà, je commence à travailler, je travaille le week-end, je ne sais plus venir en manifestation, mais je veux faire quelque chose. Je veux continuer la lutte. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, Mirko, va au conseil communal. C'est 1 fois par mois, tu vas au conseil communal et tu poses des questions. Tu écoutes, tu vas plusieurs fois, tu fais qu'écouter, et tu verras bien. Ça viendra tout seul. Il a été. On ne s'est même plus vu pendant 1 an. On ne s'est plus contacté pendant 1 an, on ne s'est plus vu. Et puis, je le revois il y a quelques mois, je dis, alors? Bah, il dit, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai été au conseil communal, j'ai écouté. Puis après, j'ai créé une page Facebook pour ma commune. Puis il y a toute la commune qui a commencé à s'abonner à sa page. Et puis les gens de la commune posaient des questions à Mirko pour que lui les pose au conseil communal.
Bon, on n'a pas trop le droit d'intervenir dans les conseils communaux, donc après les conseils communaux, il allait filmer le bourgmestre, les échevins, en posant les questions que les citoyens posaient sur Facebook. Ben maintenant, le bourgmestre, il a peur de lui. Il a 19 ans, hein. Le bourgmestre, il a peur de lui. Les médias, ils viennent l'interroger. Et sa page, elle gonfle de jour en jour. Vous voyez, 19 ans. 20. Allez, 20 maintenant. Ouais. Vous voyez, à 20 ans, il fait trembler le bourgmestre, il fait trembler la politique de sa commune. Et donc, nous tous, on a tous moyen de faire quelque chose. On a tous moyen de faire quelque chose. En plus de ça, c'est un grand timide. Donc ça lui a fait du bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une solution actuelle. C'est les listes citoyennes. On fait des listes citoyennes parce que le délit démocratique est tellement grand que le fossé se creuse entre la politique et les représentants. Et les listes citoyennes permettent d'envoyer nos propres relais politiques pour remplacer les élus qui sont là. Mais je pense que c'est vrai que c'est par la base qu'on y arrivera. Et donc je vous invite vraiment à aller dans tous les conseils communaux, écouter et réagir au fur et à mesure. Et de toute façon, c'est votre vie, hein. C'est la politique de votre commune, c'est la politique de votre rue. Alors je remercie encore beaucoup Thierry d'être intervenu, les syndicats des Gilets jaunes, le dernier rempart.